Il est 19h à Goma, une heure de moins dans la capitale de la République démocratique du Congo. L'heure pour nous de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette édition du journal. À la une ce soir, le général Ishali Gonza Ndourou Jacques, chef d'état-major adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo chargé des opérations et renseignements, est arrivé à Bunia ce lundi. Le général Ishali Gonza a déclaré être venu pour évaluer la situation opérationnelle sur terrain. Un reportage complet sur cette visite sera diffusé dans ce journal. La situation à Walikale au nord Kivu reste extrêmement tendue. Lundi dernier, des combats violents ont éclaté le matin entre les M23 et les combattants Wazalendo dans les villages de Chabunda et Mutakato situés à environ 27 km à l'est de Walikale. Les affrontements se poursuivent actuellement et les populations locales sont prises au piège. Un reportage plus détaillé à suivre au début de ce journal. Et puis en sport, les léopards de la République démocratique du Congo seront reçus par les Mourabitoun de la Mauritanie en match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Restez donc connectés. À toutes et à tous, bienvenue. La situation reste tendue et volatile à Walikale, au nord Kivu. Lundi dernier, des combats violents ont éclaté dans la matinée entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo dans les villages de Chabunda et Mutakato, situés à environ 27 km à l'est du chef-lieu du territoire de Walikale, sur l'axe Walikale. Reportage. La tension est restée palpable à Walikale, au nord Kivu, lundi 24 mars. Malgré l'annonce du repositionnement du M23 AFC dans les chefs-lieux, des sources locales rapportent que des combats violents ont éclaté le matin entre les M23 et les combattants Wazalendo dans les villages de Chabunda et Mutakato, situés à environ 27 km à l'est de Walikale, sur l'axe Massissi. Ces affrontements ont sémé la peur parmi les populations civiles qui craignent une nouvelle vague de violence. Selon des témoignages recueillis sur place, les combats ont débuté tôt ce matin et se sont poursuivis pendant plusieurs heures. On attendait les tirs, c'était très effrayant. On ne sait pas où aller, on est coincé entre les deux groupes, a déclaré un habitant joué au téléphone. De plus, malgré les déclarations du M23, des sources locales affirment que le mouvement M23 est toujours présent à Walikale. Ce lundi, un avion a atterri à deux reprises à l'aérodrome de Kigoma, transportant des renforts militaires et du matériel logistique, ajoute la même source. La présence continue du M23 à Walikale suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité de la population et à la stabilité de la région. La situation reste extrêmement volatile et les habitants vivent dans la peur. Les sommets conjoints des chefs d'État et des gouvernements de l'Afrique, de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC et celle de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC vient d'allonger la liste des facilitateurs des 3 à 5 dans la crise sécuritaire critique dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez pour en savoir plus ces reportages. Les sommets conjoints de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe vient de donner un nouveau souffle aux efforts de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Face à la crise sécuritaire qui perdure, le sommet a décidé d'élargir le groupe des facilitateurs de 3 à 5 personnalités. L'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn Bosch a été remplacé par 3 nouveaux membres. Kalema Motlet de l'Afrique du Sud, Salwok Zwed de l'Éthiopie et Catherine Samba Panza de la République centrafricaine. Ils rejoignent ainsi les anciens présidents Uhuru Kenyatta du Kenya et Olusegun Obasanjo du Nigeria. Le sommet a décidé d'accélérer les processus de paix en nommant un groupe élargi de 5 facilitateurs, a annoncé William Ruto, le président du Kenya et président en exercice de l'EAC, sur son compte X. La réunion a également adopté un rapport de ministres de l'EAC et de la SADC
qui décrit les étapes vers un cessez-le-feu, une cessation des hostilités et la mise en place d'un secrétariat pour suivre la mise en œuvre. Ces nominations interviennent dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la RDC, avec des affrontements continus entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 AFC. L'objectif de cette nouvelle équipe de facilitateurs est de coordonner les efforts diplomatiques et sécuritaires en vue d'un cessez-le-feu durable dans le cadre de la fusion des processus de Luanda et de Nairobi. Cette fusion, sous la supervision des dirigeants régionaux, vise à mettre fin à la violence et à stabiliser la région. Ce sommet conjoint, qui s'est tenu le 8 mars à Dar es Salaam en Tanzanie, a également examiné les rapports de la réunion ministérielle conjointe SADC-EAC tenue le 17 mars dernier à Harare, au Zimbabwe. La communauté internationale suit de près cette nouvelle initiative de paix, espérant qu'elle permettra de mettre fin à la crise humanitaire et sécuritaire qui touche l'Est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années. En politique, plusieurs partis et acteurs politiques de l'opposition ont annoncé lundi leur boycott des consultations politiques initiées par le président Félix Tshisekedi. Ils estiment que cette démarche ne permettra pas de résoudre la crise sécuritaire actuelle et ne fera que renforcer un pouvoir en crise de légitimité. Suivez ce reportage. Le climat politique en République démocratique du Congo restait tendu. Plusieurs partis d'opposition ont annoncé ce lundi leur boycott des consultations politiques lancées par le président Félix Tshisekedi pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ces opposants estiment que cette initiative ne résoudra pas la crise sécuritaire dans l'est du pays et ne fera que consolider un pouvoir qu'ils jugent en crise de légitimité. Ils dénoncent une mascarade politique et une fuite en avant du pouvoir. Les formations politiques de l'opposition préfèrent s'aligner sur l'initiative des dialogues inclusifs préconisée par les évêques de la Sanko et les pasteurs de l'ECC. Cette initiative, qui a déjà reçu les soutiens de plusieurs acteurs internationaux, vise à trouver une solution durable au conflit dans l'est du pays. Hervé Diakessé, porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a déclaré « Ces autorités ecclésiastiques ont su prendre langue avec toutes les parties prenantes, y compris l'opposition armée et non armée. Leur démarche a obtenu le soutien de chefs d'État de la sous-région et de partenaires occidentaux. Nous soutenons toute initiative qu'ils vont lancer. La situation de notre pays exige des solutions durables et non des arrangements cosmétiques. » Les idées de Martin Fayoulou, les LGD de Matata Pogno-Mapon et Envol des Délices Songa rejoignent cette opposition, appelant le président Tshisekedi à cesser des calculs politiques et à mettre l'intérêt du peuple au-dessus de ses ambitions. Les FCC, la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila, se montrent également sceptiques, se demandant la nécessité de cette nouvelle initiative alors que d'autres dialogues sont déjà en cours. Les FCC refusent de participer à une messe qui cherche plus à légitimer et défendre un pouvoir plutôt que de servir la cause d'une paix durable et l'intérêt supérieur des Congolais. La position de l'opposition, qui privilège un dialogue inclusif sous l'égide des autorités religieuses, pourrait compliquer la mise en place du gouvernement d'union nationale souhaité par le président Tshisekedi. Dans ces mêmes registres, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, a appelé à une plus grande vigilance face aux discours haineux et manipulateurs qui circulent sur les réseaux sociaux et les médias. Il a insisté sur l'importance de ne pas tolérer que des individus se présentent comme ses porte-paroles pour s'aimer la discorde et nuire à la cohésion nationale. Il est dans ses propos recueillis pour vous. Amis du M23 vers la patrie et de poser les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas et à l'Ouganda. Nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Et il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité
que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain, par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que quelque chose peut... Environ 9000 cadres recrutés localement par la FCM 23 au Nord Kivu ont terminé ce lundi une session de lavage des cerveaux à Rumangabo. Selon Adam Chaloué, cadre du mouvement, cette formation visait à recycler les cadres dans une vision centrée sur l'altruisme et la compétence au service de la reconstruction du pays. Suivez ce reportage. L'Alliance Fleuve Congo AFC poursuit sa mission de reconstruction de la République démocratique du Congo. Un nouveau programme de formation vient de s'achever, avec la participation de près de 8763 cadres recrutés localement, a déclaré Adam Chaloué, l'un des cadres de l'AFC M23. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'AFC à bâtir une gouvernance responsable et à mettre fin à la gestion erratique du passé. Cette formation, axée sur l'altruisme et la compétence, vise à préparer le futur leader de la RDC à relever le défi de la reconstruction. L'objectif est de remplacer les pratiques de favoritisme et de népotisme par une gestion transparente et efficace. La libération de notre pays passe par la formation en continu des cadres, affirme Adam Chaloué. C'est un investissement dans l'avenir de la RDC, un avenir où la compétence et le patriotisme seront les moteurs du progrès. Ce programme de formation s'inscrit dans la vision de l'AFC d'une révolution constitutionnelle. Une révolution qui vise à instaurer une nouvelle ère de paix, de stabilité et de prospérité pour la RDC. Comme annoncé dans les sommaires, le général Ishaligon Zandouro Jacques, chef d'état-major adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, chargé des opérations et renseignements, est arrivé à Bunia lundi 24 mars 2025. Le général Ishaligonza a déclaré être venu pour s'imprégner de la situation opérationnelle sur le terrain. Il prévoit de visiter les troupes et s'entretenir avec les commandants des forces des UPDF récemment déployés dans la région. Suivez ce reportage. Service d'opération et renseignement. Mon général, détachement d'honneur, la 32e région militaire, garnison de Bouc. Rendez pour vous accueillir, pour rendre nos honneurs, l'occasion de votre visite du travail à Bounia. Après les honneurs militaires, ici à l'aéroport Morongo de Bunia, la délégation du chef d'état-major général, adjoint en charge des opérations et renseignements, s'est rendu au gouvernorat de la province de l'Ituri. Là-bas, un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyan Kanchamadjoni, aux côtés des commandants de grandes unités, a eu lieu. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a brossé brièvement la situation sécuritaire et opérationnelle de sa province. Au sorti, le représentant personnel du chef d'état-major général de forces armées a dévoilé à la presse l'objectif de sa mission. Voir la situation sur le terrain, comment ça se passe ici avec le général Johnny Luboyaka Chama qui est le gouverneur militaire et commandant des opérations. C'est-à-dire la mission c'est pour l'inspection des troupes et une mission de commandement. Il a invité tous les groupes armés à déposer les armes sans aucune condition. On appelle à tous les groupes armés de déposer les armes et de suivre le processus PDDSS pour donner à la population de l'Ituri la paix. Les groupes armés, on n'en a pas besoin. Si de l'autre côté, il y a les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ils sont en train de combattre contre l'ennemi. Mais ici, les groupes armés de l'Ituri sont des criminels. Sont en train de tuer les gens. Ce n'est pas les groupes armés qu'on peut dorloter, ils doivent déposer impérativement les armes. Le lieutenant-général Charingon Zandour Jacques
a également confirmé la poursuite des opérations conjointes en Ituri entre les forces armées et l'UPDF en vue d'éradiquer complètement les poches d'insécurité dans certains coins de la province. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a participé à la cérémonie de commémoration du 56e anniversaire de la mort de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo. C'est pour moi un honneur, en tant que première femme, premier ministre de la République démocratique du Congo, de venir saluer la mémoire du premier président de la République, a déclaré Judith Suminwa, très émue. Elle est dans ces propos que nous vous proposons de suivre. C'est un honneur pour moi, première femme, première ministre, de pouvoir venir ici pour commémorer le décès du premier président de la République démocratique du Congo, qui est Joseph Kasavubu. C'est lui, il fait partie des pères de l'indépendance. Il a été quelqu'un d'une intégrité forte. On a pu le voir pendant son parcours à la présidence de la République. Et ce sont aujourd'hui des valeurs que nous voulons relever, que nous voulons partager avec l'ensemble de la population, en commençant par la population Congo, mais aussi avec l'ensemble du pays. Quand on parle d'unité nationale, il a pu démontrer ces valeurs-là, cette unité, cette cohésion, et je pense qu'on devrait faire suivre l'exemple. C'est aussi un honneur de voir que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État actuel, a honoré la mémoire du président Kasavubu en l'élevant au rang de héros national. C'est pour tout ça que j'ai voulu être ici pour honorer cette mémoire-là. Une note sportive pour terminer ce journal. La République démocratique du Congo affronte la Mauritanie ce mardi 25 mars 2025 dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires zone Afrique pour la Coupe du Monde de la FIFA qui sera justement organisée en 2026. Le match va se dérouler au stade municipal de Nouadhibou sous les coups de 21h local. Il sonnera 23h dans la partie est du pays. Reportage. Ce mardi 25 mars, les Léopards de la République démocratique du Congo défiaient les Morabitoun de Mauritanie pour un match crucial dans la course à la Coupe du Monde 2026. Le stade municipal de Nouadhibou sera le théâtre de cette rencontre décisive, avec un coup d'envoi prévu à 21h juste heure locale, soit 23h juste en RDC. Les deux équipes ont besoin de cette victoire pour accroître leurs chances de qualification. La RDC, actuellement deuxième du groupe B avec 10 points, vise une deuxième victoire face à la Mauritanie après leur succès de 1-0 à Kinshasa en novembre dernier. La Mauritanie, quant à elle, pointe à la 5e place du groupe avec seulement 2 points. Un succès à domicile serait un véritable tournoi pour les Morabitoun. L'enjeu est donc colossal pour les deux équipes. Ce match promet d'être palpitant et rempli de suspense. Restez connectés pour suivre en direct ce match crucial des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mesdames et messieurs, par ici prend fait cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu. Visitez toujours notre site et notre chaîne YouTube pour être informé à tout moment.